sommes à Kinshasa. Merci de nous suivre. L'actualité reste dominée par la rencontre jeudi de la majorité présidentielle avec son autorité morale, Joseph Kabila, à Kingankati. Ce vendredi, cette plateforme, via son porte-parole, a tenu à rendre compte à la presse de l'essentiel de cette entrevue, au cours de laquelle plusieurs questions de l'heure ont été abordées. Suivez. Sous cette tente, toutes les questions d'actualité sont abordées. Nous sommes à peu plus de 80 km du centre de Kinshasa, dans la ferme de Kingakati, où le président Kabila a choisi de s'entretenir avec le membre de la majorité présidentielle. La rencontre a été un échange entre le président de la République, autorité morale de la majorité présidentielle, et ses partisans. Tous les groupes présents ont pu faire état de leurs préoccupations et propositions. De la situation sécuritaire au cycle électoral en passant, aucun sujet n'est oublié. Le président de la République a fait part à ses interlocuteurs de son souci de finaliser la pacification et la sécurisation du pays qui sort d'une longue guerre d'agression. Les sujets relatifs aux candidatures pour le prochain cycle électoral de 2006 ont été déclarés purement et simplement hors contexte. Joseph Kabila a aussi éclairé l'opinion à propos de la prétendue velléité et de révision constitutionnelle. Il a déclaré qu'il ne sera jamais question pour lui-même et sa famille politique de comploter contre la République ou contre la Constitution. Enfin, le président Kabila a réitéré son engagement de donner corps aux résolutions pertinentes de concertation nationale. Accidents récurrents sur les routes nationales, le gouvernement congolais s'implique pour le juguler. Une réunion a de ce fait eu lieu entre le Premier ministre Matata Ponyo et les gouverneurs des provinces directement impliqués. Il en sort bien évidemment de mesures allant dans le sens de la prévention. Cette réunion fait suite aux accidents récurrents constatés ces derniers jours sur les différentes routes nationales en République démocratique du Congo. Sur 11 gouverneurs des provinces, 6 directement concernés ont répondu présent. Koyagialo de l'Équateur, Bamanissa de la province orientale, Tutu Saloum de Maniema, ainsi que Kamisendo Mbadou, respectivement du Bandundu et du Bas-Congo, et bien évidemment Kimbuta de Kinshasa. Objectif, faire l'évaluation de ces drames qui ont déjà occasionné bien des pertes en vies humaines, surtout sur la nationale numéro 1, à hauteur du pont Maïndombe. Mais il vaut mieux prévenir que guérir. Ainsi, cette situation est traitée de manière générale. Le problème pourrait se passer un peu partout. Vous savez, on est un pays libre. C'est vrai que nous avons des situations un peu particulières dans certaines provinces où il y a des opérations militaires. Mais toutes les routes sont concernées, ou même ici à Kinshasa, les routes du Bandundu, les routes de toutes les provinces sont concernées pour que nos populations et les opérateurs économiques puissent en toute sécurité circuler, mais sans être tracassés. Des mesures doivent être prises. Hormis les accidents, le Premier ministre a aussi abordé avec ses représentants des provinces la question des tracasseries routières et du trop-plein des barrières. La loi est claire. On trouve 23 services de l'État sur le port de Bukavu, c'est pas normal. Alors qu'on a droit qu'à 4 services. Il faut qu'on revienne vite à ça. Mais les mesures, c'est d'abord le respect par ces services de postes où ils doivent se tenir. Déjà, le mercredi dernier, le chef de l'exécutif congolais Matata Ponyo a, sur instruction du chef de l'État, effectué une visite d'inspection sur la route nationale numéro 1. Sur place, il a longuement échangé avec les habitants du coin. Parlons coopération, audience vendredi au ministère des Affaires étrangères. Raymond Chibanda s'est entretenu avec le ministre brésilien de la Défense, Celso Amorim, et l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Jean-Michel Dumont. Plusieurs questions ont été abordées au cours de ces échanges, notamment la coopération RDC-Brésil et le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tiendra à Bruxelles au mois d'avril. C'était une journée chargée pour le ministre Raymond Chibanda. 2 points essentiels ont caractérisé l'entretien entre le ministre brésilien de la Défense et le chef de la diplomatie congolaise. L'objet de cette visite diplomatique de Celso Amorim était entre autres la coopération en matière de la défense entre les deux nations, la RDC et le Brésil. Élargir la coopération militaire en matière de défense entre le Brésil et la République démocratique du Congo, qui est un pays qui a qui se ressemble beaucoup au Brésil à cause des forêts, des rivières et tout cela. De nombre de voisins, le Brésil aussi a 10 voisins, vous avez 9.
En dehors de cette coopération, Amorim est en RDC pour appuyer l'action du général brésilien prestant au sein de la MONUSCO. Juste après leur entretien, c'était au tour de Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. L'Afrique et notamment la République démocratique du Congo connaît une croissance tout à fait remarquable, dans les 8-9%, mais cette croissance ne bénéficie pas à la population puisqu'il n'y a pas de création d'emplois suffisante. Et donc comment faire en sorte que notre coopération puisse déboucher sur une croissance qui crée des emplois qui bénéficient à la population. Le sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine qui se tiendra du 1er au 2 avril en Belgique étant d'actualité, Raymond Tshibanda a précisé à son invité que les questions liées à la population, dont l'immigration, les questions de paix et le développement en Afrique, seront au centre des échanges. Et juste après, Celso Amorim s'est entretenu avec son homologue congolais sur la coopération militaire entre son pays et la République démocratique du Congo. Au cours de leur échange, les deux parties sont tombées d'accord sur la nécessité d'accomplir un accord cadre qui devra définir les modalités de la coopération future. En seront à la visite primature du budget où un événement historique a eu lieu ce vendredi. Il s'agit de l'installation du comité de la délégation intersyndicale, une première pour ce ministère depuis des années. La cérémonie s'est déroulée au cabinet du vice-premier ministre, ministre en charge du budget. Ils sont là. C'est eux qui vont conduire la délégation syndicale de l'administration du ministère du budget. Cette poignée de main avec le vice-premier ministre, ministre en charge du budget, est symbolique, officialisant leur installation. Une installation honorée par les ministres de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale et celui de la fonction publique. En tout, 7 syndicats sont représentés avec 9 délégués et 9 suppléants, faisant 18 la composition dans laquelle on retrouve 5 femmes. Son président, cet homme, Sébastien Ousseni. Les objectifs sont tellement nombreux, dans la mesure où nous sommes fonctionnaires. Vous savez, quand on dit fonctionnaire, on dit que c'est la misère. Alors, nous devons quand même les relever, mais nous ne sommes pas prétentieux pour dire que non, avec nous, tout sera fait comme ils entendent. Non, on doit quand même faire l'essentiel. Rappelons que cette élection est une première pour l'administration du budget. Ainsi, il leur a été demandé de travailler pour les droits et devoirs des agents tout en étant professionnels. Le délégué syndical n'est pas seulement un défenseur des intérêts sociaux, économiques et professionnels des travailleurs auprès de l'employeur ou auprès des instances hiérarchiques de l'État, mais il est aussi et surtout un acteur de développement de son organisation, la délégation syndicale, le ministère et de la société en général. Un bon et fructueux mandat à eux, tel a été l'autre souhait dans l'espoir de les voir mettre fin aux habituelles revendications populaires connues dans le passé dans le rassemblement à la célèbre place Golgotha au profit d'un dialogue franc avec le gouvernement. Autre titre d'actualité, sachez que la directrice de l'Organisation internationale pour la migration, Laure Thompson, a été reçue ce vendredi par le président de l'Assemblée nationale au Baminakou. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur la sensibilisation des mouvements migratoires et la mise en place d'un cadre normatif pour la réglementation dans ce domaine. L'Organisation internationale pour les migrations est une organisation intergouvernementale active mondialement dans le domaine de la migration. Son siège se trouve à Genève. L'OIM pose le principe selon lequel les migrations s'effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine sont bénéfiques pour les migrantes et migrants et les sociétés. Grâce à ses bureaux et ses programmes dans le monde entier, l'OIM travaille avec ses partenaires internationaux, nationaux et locaux dans différents domaines relatifs aux migrations. Dans le but de sensibiliser les autorités congolaises sur le mouvement migratoire, Laura Thompson, directrice adjointe de l'OIM, a été reçue ce vendredi par Baminakou, président de l'Assemblée nationale au Palais du Peuple. On a discuté sur le besoin de créer un cadre juridique pour la gestion de la migration dans le pays. Et je crois que évidemment c'est très important. C'est un pays qui est au carrefour de l'Afrique. Il y a des mouvements migratoires de tout type. De différents types ici et évidemment avoir un cadre qui
régit justement ces mouvements, c'est très important. Les lois sont fondamentales pour avoir ce cadre administratif et national pour pouvoir contrôler et gestionner mieux le mouvement migratoire. Après l'audience, le président de la Chambre basse a présidé la conférence de présidents au Palais du Peuple. Au cours de cette réunion, l'adoption du calendrier législatif de cette session de mars. Cela en présence du président de groupe parlementaire ainsi que des présidents des commissions permanentes de la Chambre basse du Parlement congolais. Le monde entier célèbre ce samedi 22 mars la journée mondiale de l'eau, eau et énergie. C'est le thème choisi pour cette année 2014, une occasion pour la Commission internationale du bassin du Congo Ubangi-Sanga de réfléchir sur la problématique de cette denrée vitale dans le bassin du Congo. Et à l'occasion justement de la célébration de cette journée mondiale, le secrétaire général de la Commission internationale du bassin du Congo, Ubangi-Sanga, a adressé un message dans lequel il appelle les populations à la conscientisation et à l'importance des hydroélectricités pour l'émergence et le développement de la sous-région. On l'écoute. La Commission internationale du bassin Congo Ubangi-Sanga, en sigle SICOS, dont l'une des missions essentielles est la gestion intégrée des ressources en eau, rappelle que l'hydroélectricité reste l'un des usages majeurs des ressources en eau du bassin du Congo. En effet, dès sa création en 1999, la SICOS a pris conscience du rôle énergétique que peut jouer ce deuxième réservoir d'eau douce du monde, dont le potentiel hydroélectrique est estimé à 100 000 MW, soit 13% du potentiel mondial. Seulement 4% de ce potentiel est mis en valeur aujourd'hui. Le taux d'accès des populations du bassin à l'électricité est d'environ 1% en milieu rural et de près de 30% en milieu urbain. On le voit, l'électricité reste encore un luxe. Pour apporter une solution durable à cet épineux problème, la SICOS a mis l'accent sur la connaissance de la ressource en eau du bassin du Congo. Pour qu'il y ait un barrage, il faut de l'eau. Pour bien dimensionner un barrage ou même un pont, il faut connaître ce qui coule dans les fleuves et les rivières. Et pour cela, il faut une longue série d'observations de ces cours d'eau. Au mois de mars, mois de la femme, la RDC a participé à la 58e session de la Commission des Nations Unies sur les conditions de la femme organisée aux États-Unis. La ministre du Genre, Famille et Enfants, qui a représenté la RDC, en a profité pour évoquer de vive voix les conditions de la femme congolaise avec le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. C'était au siège du secrétariat général des Nations Unies. Le remercie de son engagement personnel et de son implication pour le processus de la sécurisation et de la restauration de la paix en République démocratique du Congo, mais surtout pour le déploiement de la brigade d'intervention. C'est vrai que les forces négatives du M23 ont été délogées, mais il y a encore des foyers de tension par-ci par-là, des groupes armés qui doivent également être neutralisés. Et nous avons également demandé au secrétaire général de soutenir les efforts du gouvernement de la République démocratique du Congo et du président de la République, Joseph Kabila, à lutter contre l'exploitation illicite des minerais. Il y a plusieurs rapports des experts des Nations Unies qui condamnent certains États et certaines multinationales qui trafiquent illicitement nos minerais. Et nous souhaitons que les sanctions soient appliquées, mais aussi l'endroit des pays par lesquels transitent ces minerais, mais également les pays qui fournissent des armes aux groupes armés de la République démocratique du Congo. Nous attendons vraiment des sanctions à l'endroit de ces pays. Parlant transport, dans ce journal, le ministre des Transports et Voies de Communication a lancé jeudi au Beach Ngobila à Kinshasa la campagne sur le port obligatoire de gilets de sauvetage. Justin Kalumba a déclaré que toutes les embarcations naviguant sur les cours d'eau congolais devraient désormais compter autant de gilets de sauvetage que des passagers à bord. Mesures de sécurité pour les usagers de voies fluviales et lacustres en cas de danger.
Pour le ministre, cette campagne entre dans le cadre du programme d'assainissement des conditions de navigation sur le fleuve et sur les lacs congolais. Nous pouvons comprendre qu'en cas de naufrage, il y ait peut-être des pertes matérielles, des marchandises qui se perdent, le bateau lui-même qui fait un échouement, mais nous devons sauver l'essentiel, c'est-à-dire la vie humaine. Voilà la pertinence de cette campagne qui impose à tous les armateurs de détenir des gilets de sauvetage. Les armateurs ont de leur côté allégué qu'ils ne trouvaient pas sur